On a coupé 60 matchs. Alors, il a fallu Vous voyez venir les choses, se rallier à une équipe. Bien, moi, j'avais suggéré à M. Brochu, quelques années auparavant, Claude, il faudrait peut-être emprunter la voie du FM. Et éventuellement, la dernière année, les Expos ont été à l'antenne d'une station FM de 98.5. Mais la saison précédente, si vous vous souvenez, vous travailliez aussi à CJMS 1040. Oui. Et CJMS était venu à notre rescousse parce que CKAC diffusait seulement 100 matchs. Et je crois que CJMS en avait diffusé 52 ou 53. Alors, c'est vrai qu'il fallait faire un petit peu là, d'un côté, mais... sauter d'une station à l'autre pour suivre les péripéties, et l'antenne n'était pas aussi forte, mais quand même. Il y a des médias qui ont quand même fait leur possible pour essayer d'aider à garder. Mais ça c'est quand même... ça n'a pas porté fruit. Non, ça n'a pas porté fruit. Est-ce que vous avez eu un espoir, à un moment donné, que ça se réglerait à l'avantage? Bien, il aurait fallu qu'un financier se pointe. On a cru pendant un instant que le fils du premier propriétaire des Expos, Steven Bronfman, mais Steve était prêt à s'impliquer, mais pas comme chef de file. Alors, s'il y avait eu quelqu'un qui s'était levé dans les milieux financiers pour dire... On a parlé de Jean Coutu aussi. Jean Coutu était prêt à s'impliquer, mais l'escalade des salaires lui a fait peur, semble-t-il. Je ne connais pas personnellement M. Jean Coutu. Mais on est venu tellement près d'avoir le stade au centre-ville, Claude, que ça fait mal au cœur lorsqu'on pense que ce projet-là est tombé à l'eau. Le gouvernement du Québec a eu sa part là-dedans parce qu'à un certain moment, M. Bouchard, qui était premier ministre, a dit « Je ne ferme pas des lits d'hôpitaux pour nourrir des millionnaires ». Mais il n'était pas au courant de la situation. Mais ça générait quand même des gros salaires, puis beaucoup de salaires pour tout le monde. Cet été, Claude, il y a au moins 4000 chambres d'hôtels qui ne sont pas loin à Montréal, qui l'étaient par le baseball majeur. Et je ne sais pas combien de touristes ne viendront pas à Montréal. Pour le baseball. On va peut-être venir pour d'autres choses, que ce soit le Festival du Jazz, que ce soit pour des matchs des Alouettes. Mais pas pour le baseball. Non. Et le baseball était une carte d'attraction. Lorsque les Dodgers venaient à Montréal et qu'on diffusait un match à travers l'Amérique et qu'on avait des images au Japon... Je voudrais que vous me gardiez ça pour quelques minutes, parce qu'on doit faire une pause. On va en reparler en revenant. Pas de problème. Restez là, on vous revient. Jacques, on parlait, quand on s'est quitté, avant d'aller à la pause, on parlait justement de stade. Il y a eu des petites manigances là, qui se sont passées. Bien, écoutez, nous, on était avec les Expos en voyage au moment où les moments critiques pour la construction d'un stade au centre-ville ont été décidés. Moi, on m'a dit que la veille de la rencontre fatidique avec M. Bouchard au bureau du premier ministre à Québec, la veille, M. Landry, sur les ondes de CKAC, avait annoncé que le brevet du stade, c'était fait. Donc, le gouvernement s'impliquait. Oui, et que le lendemain, lorsque Claude Brochu et son groupe se sont présentés au bureau du premier ministre, M. Bouchard a dit non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au cours de la nuit? On ne le saura peut-être jamais, à moins que M. Bouchard... Une autre drôle de nuit. La nuit des longs couteaux. Oui. À moins que M. Bouchard, un jour, publie ses mémoires et qu'il en parle, on ne saura jamais ce qui s'est passé. Mais dans les semaines qui ont suivi, il y a sûrement eu un adoucissement de sa position parce que le Tourisme Québec s'était impliqué à ce moment-là et était prêt à s'impliquer au rythme de 8 millions de dollars par année pour une campagne de publicité à l'antenne des Expos. Et ça pour une période de 20 ans. Alors ça représentait tout de même un apport financier. Mais ça n'a pas fait la différence quand même? Bien, c'est à ce moment-là, je crois que l'attitude primaire du premier ministre et du gouvernement du Québec avait incité Claude Brochu à dire, bon, ils ne veulent pas s'impliquer, donc on ferme les livres et on va chercher à vendre l'équipe. Malheureusement, M. Brochu ne nous en a pas parlé. Nous, les Roger Brulotte, Claude Raymond, Jacques Doucet, Alain Chantelois de ce monde, nous, on a continué à vendre l'idée du stade. Ça aurait peut-être été fin de sa part de nous dire, hey, les boys, arrêtez d'en parler. Est-ce que vous lui en voulez un petit peu à Claude Brochu? Beaucoup. Oui? Oui. Parce vous tenez-vous un petit peu responsable de ce qui est arrivé? Oui, puis une autre dimension dans le cas de Claude Brochu, il y en a qui me demandent, Jacques, as-tu lu son livre? Je dis non, je l'ai vécu. Mais Claude n'a pas fait juste des choses mauvaises au sein de l'équipe.
il a été un avocat et un gars qui s'est battu pour avoir, pour les petits marchés, un partage des revenus. Ouais. Ce n'est pas le partage des revenus rêvé, mais il y en a une forme. Sauf que la portion que les expos recevaient dans le partage des revenus devait aller au développement des joueurs. Malheureusement, Claude Brochu s'en est servi pour éponger des déficits qui rendaient son administration meilleure et qui lui valaient des bonnets à la fin de l'année. Une meilleure vente. Ben oui, il a fait ça avec 15 millions, c'est pas pire. Hein? Avec un... Et lui, je pense que... dites-moi si je me trompe, là, mais il y a quelqu'un qui m'a raconté que quand il a commencé, il n'avait même pas mis un sou. Ben non, c'était de l'argent d'ailleurs. Incroyable. Une belle aventure. On est donc mauvais hommes d'affaires, nous autres. On ne sait donc pas faire les affaires. Ben pas lui. lui est correct, lui, oui. Hein, mais est-ce que lui, vous en avez des nouvelles depuis... non, il s'est complètement perdu dans la nature? Moi, ce qui me concerne, oui, veut complètement tourner la page. Je n'ai jamais eu de nouvelles depuis qu'il a quitté Montréal. Il revient à l'occasion. J'ai ouï dire qu'il passe des fois à la radio ou à la télé. Mais personnellement, il n'a jamais appelé pour dire « Jacques, comment ça va? » Non. Il a complètement ignoré. Il est parti vraiment avec les 14 millions, puis salut. Oui. Puis le reste, arrangez-vous avec vos affaires. La reconnaissance. Parce que les artisans sont des gens importants dans le succès de quelqu'un. Oui, on m'a toujours dit, moi, que la radio était un peu l'épine dorsale d'une équipe de baseball, parce qu'on est là tous les jours, alors que la télévision, il y était 50, 60, 100 fois par année. Mais nous, on était là tous les jours. Mais en fin de compte, on dit ça quand on a besoin d'eux. Oui, mais quand on n'a pas besoin d'eux, ben on regarde la télévision, l'impact est beaucoup plus grand. Il y a quand même de l'ingratitude quelque part. Ouais, mais ça, on doit vivre avec. Oui, il faut l'accepter. On l'accepte. Des fois, c'est un peu difficile à prendre, mais on prend une gorgée d'eau de plus. Jacques, si vous permettez, on va regarder des photos que vous nous avez apportées, puis j'aimerais ça que vous les commentiez. OK. Alors, on va regarder ça, là. Des souvenirs, ça. Ouais, ça, c'était au Parc Jacques en compagnie de Jean-Pierre Roy, qui, si moi je fais face à la caméra, Jean-Pierre est à ma gauche. Derrière moi, il y a Dave Van Horn et Russ Taylor, les deux premiers commentateurs des expos à la radio anglaise, et Jackie Robinson, qui, à ce moment-là, était un invité pour faire des commentaires à la télé. Ah! C'était pris au Parc Jacques. Ça, c'est en compagnie de Wayne Gretzky et Claude Raymond. Claude Raymond qui a été mon compagnon pendant une douzaine d'années à la radio. Et qui est devenu un ami aussi. Oh oui, oui, oui. Roger Brulotte et un jeune Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve qui nous avait rendu visite au Stade olympique